Point virgule. Pour tout savoir et tout comprendre sur les différents sujets, société, politique, culture, environnement, des thématiques sont abordées pour faciliter votre compréhension. Point virgule, la lucarne qui vous apporte un plus. Point virgule, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, pour découvrir le contenu intéressant de nos podcasts. Point virgule. Fidèles amis de Point virgule, bienvenue. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro et parler d'un thème qui vous apportera un plus. Dans ce nouvel épisode, nous nous intéressons au fact-checking. C'est sûr que cette expression, bien qu'elle semble être connue d'une partie du public, son appréhension n'est pas la même chez nombre de personnes. En réalité, l'avènement des technologies de l'information et de la communication a favorisé la facilité de création des mauvaises nouvelles, des fausses informations, les fake news. En français, en fait, les fausses nouvelles ou informations fallacieuses, ou encore infox, sont des nouvelles mensongères diffusées dans le but de manipuler ou de tromper le public. Prenant une importance singulière à l'ère d'Internet, elles peuvent émaner soit des blogueurs ou des réseaux sociaux, des médias, des personnalités publiques ou même d'un gouvernement. Et pour corriger le tir, le fact-checking vient à point nommé dans une logique de vérification des informations diffusées pour éviter une mauvaise compréhension des faits réels et également une mauvaise interprétation de ces faits. Mon invité de ce jour, c'est le docteur Maoussi Wenceslas. Il est titulaire d'un doctorat en sciences de l'information et de la communication en co-tutelle avec l'Université de Paris 8, Vicenne-Saint-Denis, et de l'Université d'Abomey-Calavi au Bénin. Ces centres d'intérêt portent sur l'analyse des pratiques informationnelles, numériques et médiatiques, de même que la valorisation du patrimoine documentaire. Fondateur de EduBourse, une plateforme de veille informationnelle en éducation, formation et emploi, il est important de préciser qu'il est le directeur adjoint de l'École nationale des sciences et techniques de l'information et de la communication. Et c'est d'ailleurs avec lui que nous parlons aujourd'hui de notre thème, le fact-checking. Bonjour monsieur Wenceslas Maoussi. Bonjour monsieur le journaliste Sadikou Aboubakar. Alors avec vous aujourd'hui nous allons parler du fact-checking et vous êtes là en tant que personne ressource pour en parler. Avant d'entrer de plein pied dans le sujet, je vous propose d'écouter avec moi l'avis de la population sur le thème que nous abordons aujourd'hui. Nous sommes descendus dans la rue pour recueillir l'avis des riverains. Écoutons ensemble. Point virgule. Le micro-trottoir. Les informations, je les reçois souvent des réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, et dans les groupes, etc. Par exemple, si on me dit qu'une information vient de mon département de la FASEG, je vois comment est l'entête, le logo, tout ça, la signature de... Ces éléments me permettent de voir si l'information est fausse ou pas. Cependant, toutes les informations qui viennent de l'Internet ou des réseaux sociaux n'est pas vrai. Il y a parfois des informations fausses qui publient sur ça, donc il y a tout ça. D'habitude, pour mes informations, j'ai une application qu'on appelle Phoenix ici. Je vais de temps en temps là-dessus, je lis un peu ce qui se passe un peu partout dans le monde. Ma principale source d'information, c'est l'Internet et avec ses branches, les réseaux sociaux. Pour avoir les bonnes informations, j'essaie d'aller sur plusieurs sites, de consulter plusieurs informations, le temps de faire l'analyse pour sortir plus ou moins la bonne information. Parce que quand on a 2, 3, 4 informations qui disent la même chose, on peut espérer que c'est vrai. Quand tu veux savoir quelque chose, il te suffit seulement d'aller sur Google, de taper et tu as les réponses. Il y a aussi YouTube qui est là, qui est une grande source d'information. Bon, dans n'importe quel domaine, que ce soit ce que tu veux faire, tu vas sur YouTube, tu tapes comment on fait telle chose, directement tu as les informations que tu cherches. Si je constate qu'il y a des rumeurs, pour avoir la confirmation, je fais des recherches sur Internet et pour me rassurer encore, j'allume la télévision, surtout France 24, parce qu'il y a des informations très pertinentes. Et voilà, vous avez certainement entendu cet avis des populations sur le thème fact-checking. Nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Depuis quelque temps, on entend parler de fake news partout. Dites-nous, qu'est-ce que les fake news? Est-ce qu'il s'agit d'un phénomène qui est récent? Non, ce n'est pas récent. On parle de fake news depuis les années 1920, 1950. Et ce phénomène s'est accentué
avec ce qu'on appelle l'avènement du numérique et des réseaux sociaux. Le fake news, c'est quoi? Ce sont des informations en français recommandées. Il s'agit de l'infox, composé du mot information et du mot intoxication. Ce sont des informations délibérément fausses qui sont concoctées dans le but de manipuler ou de nuire à un auditoire donné. Ça peut provenir des médias, de gouvernements, de citoyens, voilà. Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'aujourd'hui, il y a des usines de production des fake news. Parce que ça s'est accentué à l'avènement de ce qu'on appelle le web 2.0. Le web social, le web participatif, où le citoyen est producteur de contenu. Alors qu'avant, ce sont les journalistes qui produisent de l'information, qui diffusent. Donc, le lieu de production de l'information est détenu par Monsieur Tout-le-Monde. Donc, Monsieur Tout-le-Monde, pour satisfaire ses envies ou ses lubies dans un monde de post-vérité, où chacun veut faire passer son opinion pour la vérité, qui est différente de la vérité des faits, de la vérité scientifique, on s'attend donc à ce qu'on appelle les fake news aujourd'hui. Donc, c'est produit dans le but d'intoxiquer, dans le but de tordre l'esprit. Et ces deux caractéristiques, soit la nuisance ou la manipulation. Donc, nous vivons avec les fake news, nous vivrons avec les fake news, nous vivions avec les fake news. Et dans la littérature, jusque-là, il y a 3 conditionnalités pour qu'il y ait fake news. La première conditionnalité, c'est que l'information, elle est délibérément fausse. La deuxième, c'est l'intentionnalité. L'intentionnalité de nuire ou de manipuler. Elle doit être tacite ou manifeste ou expresse. Et enfin, on utilise le canal des réseaux sociaux numériques et d'Internet pour la propagation à grande échelle, pour la viralisation. Et on s'est rendu compte que quand une fake news est produite, elle va 7 fois plus vite que le démenti qui vient après pour essayer de nuancer ou de relativiser. Voilà. Alors tout à l'heure vous avez parlé un peu des réseaux sociaux, mais j'ai envie de savoir quel est le rôle que joue l'ensemble des réseaux sociaux. Vous savez, aujourd'hui tout le monde est connecté. Quel rôle jouent les réseaux sociaux dans la propagation justement de la désinformation aujourd'hui? Oui, ce qu'il faut remarquer, c'est l'algorithme qui est derrière les réseaux sociaux. C'est un individu connecté à un autre individu. Et quand nous prenons par exemple simplement WhatsApp, c'est 256 personnes. Et chacun des 256 peut être connecté à 256 par groupe. Et donc, un membre d'un groupe peut partager une information qui peut faire le tour du monde en un clin d'œil. C'est la même chose pour Telegram, qui compte des milliers de personnes. C'est-à-dire, potentiellement, la caractéristique du numérique est que c'est une fenêtre ouverte sur le monde. Vous voyez, on est dans un bureau ici, c'est fermé. Mais quand on est sur le numérique, et notamment sur les réseaux sociaux, ce n'est pas fermé. Et donc, une information, qu'elle soit vraie ou qu'elle soit fausse, peut se démultiplier et aller plus vite. Et c'est en cela qu'il y a les buzz et les bad buzz. Donc, on voit bien aujourd'hui que les fake news empruntent le côté négatif de la propagation de la grande échelle qu'est le buzz. Alors, il y a beaucoup d'exemples qu'on pourrait citer. Il y a des groupes de désinformation à des fins politiques et économiques qui a eu, par exemple, au Kremlin avec Internet Research Agency, avec l'utilisation de Facebook. Il y a eu beaucoup, quand même, d'exemples qu'on peut citer pour illustrer la désinformation. On entend parler du thème fact-checking. Qu'est-ce que cela veut dire en réalité? Le fact-checking existait depuis 1920 aux États-Unis et c'est la vérification par les faits. Avant de poursuivre, vous allez voir le débat Mélenchon-Éric Zemmour. Il y a une dizaine de journalistes qui ont fact-checké les datas. Le fact-checking procède par de 2 manières. On fact-check les données, les statistiques, et on fact-check aussi l'opinion qui est émise. Si par exemple, on cite un auteur et on ne dit pas l'auteur, on doit pouvoir dire que tel auteur c'est tel et qu'on ne l'a pas cité. Donc ça existait avant. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que le fact-check qui se pratiquait avant la publication. C'est-à-dire que si dans un journal, il y a un expert qui parle, le journal remet les propos de l'expert à des fact-checkers, des vérificateurs, qui vérifient d'abord la véracité avant qu'on le publie. Aujourd'hui, on est dans une dimension post-publication du fact-checking, de la vérification par les faits. C'est-à-dire le média publie et on veut s'assurer
que ce que le média a publié est vrai ou pas. Donc hier, le fact-checking est avant publication, mais aujourd'hui c'est après publication qu'on fact-check. C'est la vérification des faits, les faits, et on ajoute aussi des opinions. Et si vous voulez que je l'explique, au niveau des faits, c'est ce qui s'est produit. Au niveau des opinions, c'est l'opinion émise par un homme politique ou une personnalité. Et aujourd'hui, de plus en plus d'individus créent ce qu'on appelle les fake news. Et on a envie de savoir comment est-ce qu'on reconnaît les fake news aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des astuces? Est-ce qu'il y a un procédé, un processus pour vérifier les fake news aujourd'hui? On en produit tellement aujourd'hui qu'on n'en sait plus. Il y a des techniques de déconstruction des fake news. Et en réalité, avant de poursuivre, je peux dire que le journalisme en lui-même est le vaccin contre la désinformation et les fake news. Parce que le journalisme procède par la vérification de l'information. La collecte d'abord? La collecte, oui, et le traitement, si vous voulez. Et le traitement, dans son déploiement, a un côté vérification, même triangulation comme en science. Donc, si on arrive à publier une information quand on est un média, c'est qu'on a pris la peine de recouper l'information. Parce qu'il y a un principe en journalisme qui dit source unique égale source nulle égale source unique. Donc, si j'ai une information d'une seule source que je publie, c'est que je n'ai pas bien fait mon travail de journaliste. Et en faisant ce travail-là, on réduit déjà de moitié la question des fausses informations. Mais alors, quand on vient, par peut-être erreur, on a produit la fausse information, je considère que ce n'est pas intentionnel. Il y a des matrices. Il y a celle européenne et celle américaine. Et quand vous prenez la matrice française ou européenne de Alexandre Serre, que moi j'utilise dans le cadre de mes travaux, elle rassemble à la fois la matrice de Cornell et de Berkeley, des matrices américaines, en matière de méthode de déconstruction. Alors, Alexandre Serre, et cité par Laurence Ifra dans le livre L'information et le renseignement par Internet, publié en 2012, Laurence Ifra qui est une criminologue, on a une matrice en 3 parties. La première partie, c'est l'organisation qui a produit l'information. La deuxième partie, c'est l'auteur de l'information. Et la troisième partie, c'est la nature du document. Et ces 3 parties sont intimement liées. Et dans chaque partie, nous avons des questions. Les 3 parties font environ une quinzaine de questions. Waouh, c'est énorme, hein? Exactement. Quand vous vous posez ces questions-là, donc ça peut prendre 15 minutes minimum. Et à chaque fois, si vous avez une réponse évasive ou négative, ça veut dire que cette information-là, elle est douteuse. Moi, je vais vous donner un exemple. Les résultats de la Sénat ont été publiés par un document où on a vu la Sénat le 29 avril 2019. Le document a commencé à faire le tour des réseaux sociaux. Je commence par l'organisation, la Sénat. Il y a, la Sénat a un site web. Je check le site web de la Sénat et je vérifie dans la plateforme ruiz.com pour m'assurer effectivement que ce site est de la Sénat et avec les adresses de la Sénat. Alors cette plateforme permet de vérifier les sites officiels. Officiels et ceux qui sont derrière les sites. Ensuite, la Sénat c'est quoi? C'est une institution publique indépendante d'organisation des élections. Donc je cherche à connaître sa nature. Est-ce que la Sénat est compétente pour donner une telle information? Oui. Quand j'ai fini de faire autour de l'organisation, est-ce que la Sénat a un siège? Oui. Est-ce qu'il y a des numéros de téléphone qui sont autour? Oui. Dans le document qui a circulé. Et dans le document qui a circulé, j'ai même vu une partie, on a mis l'horodatage avec l'heure près, la version du document. Et donc, ça me permet, d'un premier temps, de dire que ça peut être de la Sénat. Ensuite, genre une supposition. Une supposition, mais en vérifiant à chaque fois. Maintenant, l'auteur, qui m'a donné cette information? Est-ce que c'est un ami? Est-ce qu'il travaille à la Sénat? Est-ce que c'est un expert? Et il me l'a donné pourquoi? Quelles sont ses motivations? Est-ce qu'il me donne parce que justement, il est curieux de l'information et veut partager l'information? Est-ce qu'il me donne parce qu'il a une motivation politique pour influencer dans l'opinion les résultats des élections? Est-ce qu'il me donne parce qu'il veut diffuser des idées? Est-ce qu'il me donne parce qu'il est dans la religion? Est-ce qu'il me donne parce qu'il est dans le commerce? Donc les motivations de l'individu qui partage l'information sont importantes pour voir à la suite le sort de l'information. Une dernière question par rapport à l'auteur.
Quelle est sa réputation? Est-ce que c'est quelqu'un, quand il me partage une information, il est dans les fausses coups? Et quand j'ai fini de me poser ces questions, je viens sur la nature du document. J'ai commencé à en parler. C'était un document PDF, difficile peut-être à vérifier, avec de l'horodatage. Parce qu'à ce niveau, il faut voir le document. Nous avons le support et nous avons l'information qui est sur le document. Le support peut être falsifié ou l'information peut être falsifiée sur le support. Qu'est-ce que je veux dire par là? La Sénat peut avoir dans son sein un tel document, mais quelqu'un peut récupérer, les transcrire en Word, convertir en Word si vous voulez, et les modifier des informations matérielles et ramener ça dans PDF, faire circuler pour dire que voilà les pourcentages des élections à tel. Quand j'ai fini de déconstruire ça, j'ai passé par une fin, j'avais 80% de réponses à l'époque, il y a 2 ou 3 ans, que l'information provenait de la Sénat et que ça a fuité. Donc, en conclusion, ce n'était pas une fake news. Pour conforter mon assertion, on a eu les résultats officiels. Et les résultats officiels concordaient assez largement avec le document qui avait circulé. Le contraire aurait été possible que, comme je vous disais, qu'on puisse récupérer ou fabriquer de toutes pièces des tendances et les faire circuler. Donc la notion ici, c'est de savoir qui fait l'information, d'où vient l'information et quel est le support sur lequel l'information est faite. Alors, parlons des deepfakes qui sont utilisés aujourd'hui grâce à l'intelligence artificielle. On peut voir des vidéos des personnalités publiques être truquées pour dire des choses contraires à leurs avis ou à la logique. Est-ce que tout ça ne vient pas donner un coup de pouce à la mauvaise information? Le fait aujourd'hui qu'on soit à l'ère du numérique, où les choses évoluent à une vitesse de croisière, et le fait qu'il existe ces différentes possibilités de tordre le cou à la vraie information grâce à l'intelligence artificielle. Oui, l'intelligence artificielle, l'IA, contribue aujourd'hui à la production massive des fake news et de ce que vous appelez peut-être le deepfake. Ce qu'il faut, c'est d'utiliser les mêmes méthodes pour déconstruire et ajouter la méthode humaine qui est la méthode de l'esprit critique. On peut aujourd'hui, avec photoforensique, prendre une image et voir combien de fois l'image a été utilisée. On peut faire de l'image inversée dans Google pour voir si l'image a été déjà utilisée une fois. Donc, ce ne sont que ces méthodes-là qu'on peut utiliser. On peut faire du TinEye, et ainsi de suite. Il y a plein de Invide, comme des logiciels, pour pouvoir voir à quel moment l'image a été utilisée pour la première fois. Est-ce que c'est du photomontage, et ainsi de suite. Mais vous en parlez parce que vous êtes un spécialiste, vous avez fait des études dans ce domaine. Venons à la population à la base qui n'a pas fait de grandes études comme vous, qui n'est pas du tout instruite. Est-ce qu'il y a un processus très simple que tout le monde devrait suivre, qu'on soit lettré ou non, pour déconstruire Il y a d'abord une attitude qu'il faut avoir, ce que j'ai appelé le recul informationnel. Quelle que soit l'information qui tombe dans votre téléphone, vidéo, image, il faut développer ce que j'ai appelé le recul qu'il faut avant d'appréhender l'information. Moi, j'ai beaucoup d'informations dont vous parlez sur la bacillose septique et autres qui tombent dans mon téléphone que je n'arrive même pas le temps de regarder parce que je pose simplement la question, celui qui diffuse, à quel intérêt diffuser. Donc, pour le lambda, c'est ce que j'ai commencé à faire. La formation populaire aux compétences numériques. Tout le monde peut y participer. Tout le monde. Et c'est ce que l'UNESCO a appelé l'éducation aux médias et à l'information. C'est-à-dire que nous avons besoin, monsieur tout le monde, citoyen lambda, de savoir ce que c'est que l'information. D'abord, notre besoin informationnel. Et quand ce besoin informationnel émerge, et de l'évaluer et d'interagir avec. Quand moi j'ai une information, est-ce que j'ai besoin de cette information? Cette information vient d'où? Quelle est la source? Et est-ce que par rapport à un certain nombre d'éléments, je peux interagir avec cette information pour prendre des décisions? Parce qu'en fait, le plus dur, c'est la véracité de l'information qui doit pouvoir m'aider à prendre des décisions judicieuses. Donc, monsieur tout le monde, c'est ce que nous on a commencé par faire. Par exemple, la journée internationale de l'alphabétisation. C'est ce qu'on appelle le information literacy, le digital literacy, le media literacy. De former les gens à connaître le fonctionnement des médias. De former les gens à savoir c'est quoi l'information. Quand est-ce qu'il faut croire une information?
Quelles sont les caractéristiques d'une information? Est-ce qu'on peut, à partir d'une information de médias classiques ou d'un cybermédia aujourd'hui, quelle information faut-il croire? Donc, c'est tout un programme. Et je puis vous dire que courant mars à mai 2021, j'ai organisé à titre personnel une tournée citoyenne où j'ai pu partager cette méthode-là avec les jeunes leaders du Bénin, à plus de 10 localités, ayant parcouru plus de 1000 km avec des vidéos à l'appui qui existent aujourd'hui sur la toile. Donc ça, c'est la démarche pédagogique de prévention des infox. Et je l'ai appelé déconstruction. Ce que je viens de vous dire, je l'ai partagé avec des gens qui soient artisans, qui soient maraîchers, qui soient étudiants, qui soient instituteurs dans tous les coins de ce pays-là. On a eu le temps de vous suivre dans cette initiative parce que de temps en temps, vous faisiez les comptes rendus sur vos différentes plateformes numériques et c'est à votre actif. On vous dit d'ailleurs toutes nos félicitations pour ça. Et on espère que vous irez encore plus loin vu que c'est une initiative personnelle. On vous souhaite d'avoir beaucoup de moyens pour aller plus loin. Certainement que ce n'est pas facile. Alors maintenant, que faire lorsqu'on reconnaît une fake news? Comment est-ce qu'on peut convaincre un ami ou un parent qu'il s'agit en réalité d'une intoxication? Ça, c'est ce qu'on a commencé à faire avec les journaux. J'ai démarré un projet dans ce sens. C'est de les amener à avoir des cellules de fact-checking et à un monsieur tout le monde ou un ami, de lui montrer comment est-ce que l'information a pu se constituer de façon fausse, les indices sur l'image, les indices sur la vidéo, et puis après lui montrer que la véracité de l'information. Il y a eu un cas qui a défrayé la chronique au Bénin que je peux vous citer. On a dit qu'un enseignant a battu sa femme, donc pour violence conjugale et en prison. Bien sûr, c'est très récent. Très bien. Nous, on a commencé par déconstruire. On s'est rendu compte qu'effectivement, la scène ne se passait pas à l'université, mais c'est un enseignant de l'université d'Abomey-Calavi qui a la faculté de droit et de sciences politiques et que il est enseignant, d'accord, mais il n'est ni professeur assistant, ni assistant simple. Ce qui avait circulé, ils avaient dit professeur assistant ou assistant. L'individu est un maître assistant en sciences politiques. Pour déconstruire, c'est simple. C'est de dire oui, une affaire s'est passée, les faits s'est avéré, mais l'enseignant dont il s'agit n'est ni un professeur assistant, ni un assistant. Parce que professeur assistant et assistant ont des réalités dans l'enseignement supérieur aujourd'hui. Donc, en démontrant comme ça, en allant par exemple sur l'étude du CAMES, en montrant le grade de l'individu au moment où il est admis sur la liste de maîtres assistants en sciences politiques, on apporte à la personne la vérité sur ça. Et tout ça, c'est de longue haleine. C'est pour cette raison que il faut avoir le recul informationnel qu'il faut dès que n'importe quelle information vous tombe dessus. Donc, quand vous avez ce recul, quand vous savez interagir avec l'information, vous n'avez aucun problème, ni de partage de fausses informations, ni même être choqué ou être intoxiqué par une fausse information. En clair, le recul informationnel, comme vous le dites, c'est en réalité ne pas se laisser emporter par l'émotion. Les premières émotions qui nous envahissent quand on tombe sur une information, qu'elle soit vraie ou qu'elle soit fausse. C'est, en d'autres mots, être patient, prendre tout son temps et suivre les différentes étapes que vous avez énumérées précédemment pour définir si cette information est vraie ou si elle est fausse. Si j'ai bien compris ce que vous mettez dans le recul. Le recul vous épargne. Et puis au fond, je le disais dans mes formations, dans mes séminaires, il n'y a aucun prix, aucune distinction au monde du meilleur partageur, du meilleur relayeur. Le bouton, il est simple, partager. Oui, mais il n'y a pas un prix qu'on décerne aux gens parce que ils sont les premiers à partager une information fausse. Donc pour ça, il faut prendre du recul. Alors que la loi béninoise punit durement ceux qui non seulement initient, mais partagent aussi les fausses informations. Donc il y a beaucoup qui sont en prison aujourd'hui parce que naïvement ils ont partagé et innocemment, ils n'ont pas produit, ils n'ont pas initié, mais ils ont partagé. Donc il n'y a pas un prix, une distinction pour celui qui partage. Par contre, il y a des répressions, la prison. Mais nous, on va instituer très prochainement le prix du recul informationnel. Parce que c'est ça qui, fondamentalement, permet de ne pas tomber dans le piège de la désinformation.
Parfait. Alors, on ne peut pas parler de fake news sans aborder la question sur la confidentialité des données. Une grosse partie de la population béninoise est connectée et utilise les réseaux sociaux comme Facebook, YouTube, Twitter, WhatsApp et tout ce qui va avec. Alors, bien que ces plateformes soient gratuites, vous savez, nous payons le prix de leur commodité avec nos données personnelles que ces plateformes peuvent alors revendre à tout demandeur. On peut se demander quel est l'impact réel de céder ces données outre la publicité ciblée, par exemple. Vous savez, les GAFAM, Google, Amazon, Facebook et Microsoft, détiennent l'or du siècle, le pétrole du siècle, la data. Et quand c'est gratuit, c'est vous qui êtes la marchandise. Ouais. Et donc, ils collectent, ces GAFAM-là, nos données qu'ils utilisent. Il y a effectivement le data privacy de la règlement général de la protection des données personnelles, mais ils ne respectent pas. Vous n'êtes jamais sûr de l'usage, de l'utilisation qui est faite de vos données. Vous ne le savez pas. Donc, parce qu'il est gratuit de s'inscrire sur Facebook, vous donnez vous-même vos données. Vous livrez en quelque sorte. Vos données. Les scandales comme Cambridge Analytica et d'autres scandales ne font que mettre en lumière les dessous de cette grande machination. Et nous conseillons vivement aux acteurs du numérique, aux citoyens lambda, de savoir quelle information mettre sur le numérique et d'avoir ce que nous on a appelé l'hygiène numérique. Moi personnellement, par exemple, justement, votre cas nous intéresse. Vous n'avez aucune information privée de moi sur Facebook. La couleur de mon véhicule, vous ne la connaissez pas. Et si j'ai 2 ou 3 femmes, aucune idée. Aucune idée. Des enfants, ce que je mange, aucune idée. Par contre, mes activités professionnelles sont relayées sur les réseaux. Ça, je peux en témoigner. La seule fois que j'ai parlé de parents, et j'ai même fait une sorte de reportage en direct en 2018, c'était à l'occasion du 17 de mon feu père. Et aujourd'hui, s'il était à reprendre, je reprendrai. Je me suis imposé aussi une ligne éditoriale. Je n'apporte pas de mauvaises nouvelles dans mes publications. C'est un choix éditorial qui fait partie de ce qu'on appelle le plus grand, la stratégie digitale ou l'identité numérique. Je me suis défini une nature numérique et j'ai fait mon hygiène numérique dont j'ai mes lignes directrices en matière de publication, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur WhatsApp. Donc, ça, beaucoup ne le savent pas. C'est peut-être parce que moi, je suis du milieu, j'ai fait ma formation, je pratique, je suis formateur, expert, que je le fais. Mais ce n'est pas tous les experts formateurs qui font ce que je fais. Il y en a qui partagent délibérément leur vie privée sur les réseaux sociaux. Ce n'est que pan. Rien qu'avec même mes activités professionnelles que je partage, c'est des données personnelles qu'on peut agréger et me faire le profilage qu'il faut. Donc, j'invite à l'hygiène numérique. Par exemple, un élément qu'on ne sait pas, mais qui rentre en ligne de compte de la cybercriminalité ou la cybersécurité, c'est que par exemple, des jeunes dames, des jeunes filles donnent à des gens au bout du fil des photos intimes, des nudes, voilà. Et j'ai déconseillé à mes étudiants, quand on a fait ce cours en 2e année de journalisme, éthique et cybersécurité, que de ne jamais envoyer à qui qu'il soit, qu'ils le connaissent, qu'ils reconnaissent son numéro au bout du terminal, une photo nue d'eux ou d'elle. J'ai systématiquement déconseillé. Mais pourquoi? Parce que vous ne savez pas l'usage qui sera fait de cette image. À un moment donné, il y a quelques années, disons un peu moins de 2 ans ou 3 ans, si mes souvenirs sont bons, il y a un journaliste qui s'est retrouvé devant la criette pour avoir donné certains chiffres concernant l'économie béninoise. Alors, est-ce qu'à un moment donné, si on sent que les autorités béninoises ou les autorités dans un pays ou dans un environnement donnent des informations qui s'avèrent être fausses, est-ce que la population ou un citoyen peut justement se lever, monter au créneau et dire ça c'est faux compte tenu de telles données que nous avons? Il y a d'abord la sincérité de la publication institutionnelle. Et c'est pour ça que le gouvernement a commencé, c'est parce qu'ils ont vérifié, à ce qu'on appelle l'open data. C'est-à-dire tout ce qui est données institutionnelles doit pas se retrouver sur une plateforme certifiée pour que quand un individu allait chercher l'information, on puisse savoir que c'est une information certifiée.
rendue publique, diffusable. Mais si l'information n'est pas certifiée, les services compétents de l'administration en question peuvent toujours substituer une information et à charge pour la personne qui a utilisé antérieurement peut être en porte-à-faux et être considéré comme celui qui n'a pas la bonne information. Donc, pour permettre à tout le monde d'être quitte, c'est d'abord de s'entendre sur l'information qui est diffusable et qui est diffusée. À partir de ce moment, et journalistes et citoyens peuvent maintenant prendre l'information et l'utiliser dans les formes requises. Merci, monsieur Maoussi. Votre mot de la fin, à part sensibiliser les différentes populations sur ce thème qu'on a abordé, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je pense qu'on a tout intérêt à faire du fact-checking. L'une des solutions de la désinformation, mais j'ai l'impression que le fact-checking est à un niveau élitiste et que la sensibilisation, l'éducation aux médias sont importantes pour les populations au sens large. Et qu'au milieu ou après ou à la fin, il y a la répression. La répression pour décourager les uns les autres à constituer des usines de production de fake news. De façon opérationnelle, il faut commencer par introduire dans les curricula, la maternelle, au primaire, au secondaire, technique et professionnel aussi, et au supérieur, des modules qui permettent de renforcer l'éducation aux médias, de renforcer ce que je dirais tout simplement les compétences informationnelles, numériques et médiatiques. Tout simplement. Merci. On est très ravis de votre parcours, de votre expérience et de ces partages que vous faites avec nos auditeurs. On espère vous retrouver prochainement si votre agenda le permet. Très chargé, mais on l'a bousculé un peu aujourd'hui. Docteur Wenceslas Maoussi, merci pour cet entretien. Point virgule. Pour tout savoir et tout comprendre sur les différents sujets, société, politique, culture, environnement, des thématiques sont abordées pour faciliter votre compréhension. Point virgule, la lucarne qui vous apporte un plus. Point virgule, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, pour découvrir le contenu intéressant de nos podcasts. Point virgule.